tous. On est sur le JT du Trésor et bienvenue sur le salon du Rent avec une table ronde fournie. On va parler notamment des nouveaux modèles d'agences. Ça évolue du côté des agences immobilières et puis l'accélération de la transition écologique du secteur de la construction. L'économie circulaire est-elle la solution pour atteindre la neutralité thermique? On en parlera avec une spécialiste. Alors je vous présente nos invités. Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Vincent Pavanello, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À côté, Charlotte Collet. Elle travaille chez Neti, la solution immobilière, tout confondu. Et puis également avec nous Christine Guino-Bretière. Je vous le disais, on va parler d'économie circulaire. Elle est présidente d'Upcyclea. Bonjour Christine Guino-Bretière, merci d'être avec nous. Une table ronde décidément très féminine, vous le voyez. Avec nous également Gaëlle Aubray, directrice générale adjointe à monemprunt.com. Gaëlle Aubray, bonjour. Vincent Pavanello, je me tourne vers vous. On parle des nouvelles agences immobilières et en créant la Maison des Mandataires, on dirait que vous avez bouleversé le secteur. Qu'est-ce que c'est d'abord et pourquoi avez-vous eu besoin de changer un petit peu la donne ? Non, moi je n'ai rien bouleversé du tout. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Simplement, j'ai fait le constat avec d'autres que, effectivement, parmi les nouveaux modèles d'agence, il y avait ce qu'on appelle les réseaux de mandataires qui avaient pris en 15 ans, 10 ans, 20% du marché intermédiaire et que ces différents réseaux de mandataires, ils n'étaient pas fédérés. Ils ne menaient pas de combats communs, d'initiatives conjointes. Parfois même, les dirigeants de ces grands réseaux ne se connaissaient pas. Et donc, j'ai créé la Maison des Mandataires pour offrir une place inter-réseau pour produire du contenu, faire de l'événementiel, assumer aussi des missions de lobbying, enfin de relations publiques, pour défendre ce modèle, pour promouvoir les grandes enseignes. Je vois que IAD est très représenté ici, mais nous, on a une quinzaine de réseaux partenaires dans la Maison des Mandataires sur les 90 réseaux qui existent en France. Et donc, notre objectif, c'est promouvoir ce modèle sans expliquer qu'il prendra la place totalement d'un autre, mais en expliquant qu'il existe et qu'il a vocation à se développer. Les réseaux ont fait 30% de croissance entre 2019 et 2020. Je pense qu'ils vont faire autant entre 2020 et 2021. Donc ce sont des acteurs qui comptent et qui compteront de plus en plus à l'avenir. Dans le paysage de la transaction immobilière, les mandataires sont devenus des acteurs incontournables, mais ils sont encore regardés de manière un petit peu circonspecte. C'est légitime ou c'est une incompréhension ? Circonspecte, c'est le mot gentil pour parfois méprisante. C'est plutôt comme ça et c'est la façon dont les avis, c'est souvent de façon un peu méprisante. Je trouve que cette critique-là, elle fait de moins en moins de sens. D'abord, le consommateur a parlé, le client a parlé. Personne n'a forcé des gens à passer par un mandataire pour vendre un logement, à ce que je sache. Et donc, s'il y a un Français sur 5 qui leur fait confiance aujourd'hui, c'est qu'ils offrent une qualité de service qui est tout à fait au niveau. Alors bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Il faut toujours améliorer l'expertise, la formation, la qualité de service, mais en tout cas le consommateur a parlé et surtout ce que je m'évertue à dire, le producteur a parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être conseiller immobilier indépendant, les offres les plus attractives du marché sont offertes par les réseaux. Offres attractives en termes de rémunération, puisque les réseaux reversent entre 70 et 90% de la commission, mais aussi en termes de qualité de vie, de capacité à s'organiser, de capacité pour les mandataires expérimentés à développer, à monter leur équipe. Donc le consommateur a parlé. Le producteur a parlé et donc l'ensemble des parties prenantes s'accordent à dire que cette solution-là, cette offre-là, elle est crédible, elle est pertinente. Et moi, mon pronostic, c'est qu'on n'est qu'au début du développement de ces réseaux-là. Donc oui, il y a eu un peu de mépris. J'ai envie de dire que c'est aussi pour ça que je suis là et que je me suis engagé dans ce combat-là et dans cet écosystème-là, pour le défendre et pour dire tout le bien que j'en pensais et pour dire aux gens qui sont encore dans cette posture-là, il y en a de moins en moins, mais il en reste. Il m'arrive de débattre avec certains d'entre eux. Que les réseaux étaient là pour rester, pour durer et pour continuer à conquérir. Donc il faudra compter sur eux. Les mandataires, ce ne sont plus des actionnaires marginaux du secteur ou c'est encore le cas ? La plus grande enseigne de transactions en France, c'est IAD de loin avec 55 000 transactions par an. Les réseaux, tout compris, font 20% du marché intermédiaire. On annoncera des chiffres à la rentrée 2022, mais je pense qu'on sera plus proche des 22 ou 23% à ce moment-là. Je vous tiendrai au courant des chiffres. Donc pour moi, c'est tout sauf marginal. Et puis c'est aussi 40 000 professionnels, 40 000 entrepreneurs qui
qui travaillent au sein de ces réseaux. Donc c'est tout sauf marginal. Et encore une fois, à mon avis, ça a vocation à augmenter. Donc voilà, moi je suis ravi de les défendre et d'une certaine manière de porter leur parole ici au Rent et dans d'autres enceintes. Faire appel à une néo-agence, ça veut dire des coûts réduits. On peut en parler quand même des tarifs. Alors, les coûts réduits dans les réseaux mandataires, oui, c'est assez marginal au sens où nous, on estime que l'écart entre la commission moyenne d'un agent traditionnel et d'un mandataire, elle est entre 10 et 20%, donc c'est pas totalement disruptif à ce niveau-là. C'est 1000 à 1500 euros d'économiser en moyenne sur une commission. Il y a d'autres acteurs qui viennent avec des propositions plus agressives avec des frais fixes. C'est pas le cas des réseaux de mandataires, donc le prix est un argument parmi d'autres. Je pense que l'argument le plus fort pour convaincre des vendeurs de confier des biens, c'est qu'en confiant un bien à un mandataire, le vendeur immobilier aura en face de lui un entrepreneur. Et donc, si la vente ne se fait pas, c'est zéro commission, c'est zéro rémunération pour le conseiller mandataire. Et je pense que ça, c'est un élément qui est de nature à rassurer le vendeur, qui, encore une fois, c'est qu'il a en face de lui un entrepreneur qui va tout faire pour que la transaction se passe bien, versus un négociateur salarié d'une agence qui, si la vente ne se fait pas, a quand même un salaire fixe. Ça présente des avantages. Je pense que vis-à-vis du vendeur, c'est un argument assez fort de pouvoir dire qu'en tant qu'entrepreneur, et il n'y a que des entrepreneurs autour de la table, donc je pense que ça nous parlera à tous, les intérêts sont super alignés avec ceux du vendeur. Alors, on va passer à notre autre sujet, car nous allons parler d'économie circulaire. Nous avons avec nous la présidente d'Upcyclia, Christine Guy-Nebrotière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette équation? Le secteur de la construction, on parle d'immobilier, parlons de la première étape, la construction. Il est tiraillé entre la stratégie carbone, l'enjeu sanitaire, l'économie sanitaire. Comment elle se décline pour vous, cette équation? Alors déjà, on part d'un principe qui est extrêmement simple et puis on va retourner vers quelque chose de plus compliqué. Demain matin, vous allez acheter un appartement, on est au bon endroit ici, eh bien, vous ne saurez pas ce que vous avez acheté au final, parce que vous pouvez aller au supermarché avec une petite appli, vous allez savoir ce qu'il y a dans votre yaourt pour 2 €, et vous allez mettre des centaines de milliers d'euros dans un appartement, vous ne savez pas ce que vous achetez. Ça veut dire que vous ne savez pas quels sont les impacts sur votre santé, et les impacts sur l'environnement pour la production de votre appartement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, malheureusement, le BTP fait partie de ces secteurs d'activité qui ont un impact sur le climat. Et il me semble que le défi climatique devrait être notre préoccupation principale, tous autant que nous sommes. Et donc, à partir du moment que le défi climatique est une préoccupation principale, on doit s'intéresser à la caractérisation et aux produits et matériaux que l'on va mettre en œuvre dans les chantiers de construction, et qui seront ensuite vendus et qui seront ensuite exploités, soit par des particuliers dans leurs appartements, soit par des foncières ou des bailleurs. Pour pouvoir répondre aux enjeux du défi climatique et faire de l'économie circulaire, il faut de la donnée, et c'est le grand enjeu de Upcyclia et de Upcyclia Cloud. Nous sommes capables de gérer toute la donnée sur les chantiers dès la phase de permis de construire, pour avoir toute l'information nécessaire, donner tous les indicateurs environnementaux qui seront liés à l'appartement ou à l'immeuble, y compris la valeur Argus des produits mis en œuvre dans le bâtiment. Et ensuite, on pourra, sur des dizaines d'années, exploiter tranquillement toute la fin de vie des matériaux qui sortiront des appartements, des logements, des bureaux. Ce qui me frappe quand j'entends transaction, moi je pense matière qui rentre et qui sort des appartements, matière qui rentre et qui sort des bureaux, qui sort des centres commerciaux. Et je me dis, si on ne sait pas tracer toutes ces matières, on va vers le mur, dans le mur. Alors, certains constructeurs ont ce mot à la bouche, la neutralité carbone, belle ambition légitime, vertueuse, mais pour atteindre la neutralité carbone, l'économie circulaire, c'est la clé, d'après vous? Alors déjà, une petite boutade, la neutralité carbone, ça n'existe pas. On a forcément une empreinte carbone, et même mort, pendant quelques mois, on a encore une empreinte carbone. Donc la neutralité carbone, c'est une vision, c'est un objectif qui n'existe pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer des écosystèmes qui vont réussir à générer des empreintes qui peuvent être positives sur la santé et sur l'environnement, et tendre vers des projets où l'empreinte carbone sera la moins élevée possible. La problématique avec cette vision carbone, c'est qu'on ne répond pas aux défis climatiques. On ne fait que répondre aux défis de CO2. Mais les émissions de CO2 sont liées au dérèglement des systèmes sol, océan, nappe phréatique, par la pollution.
Donc si on ne s'intéresse pas au démarrage du problème, à savoir la qualité des produits, des matériaux et des produits qu'on va injecter dans le sol ou qu'on va respirer, alors on ne va pas répondre au problème du défi climatique. L'économie circulaire ne peut donc pas être séparée de l'ensemble des indicateurs que j'ai cités précédemment. Vincent Pavanello, on parlait de structure, d'organisation, mais cette demande du marché, vous la sentez croissante pour un développement durable, un habitat de plus en plus durable ? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les nouvelles méthodes constructives en essayant de mettre en avant des méthodes constructives qui étaient effectivement, qui avaient une meilleure empreinte carbone. Et mon prisme, ça avait été de travailler sur la construction hors site, sur la construction préfabriquée qui, modulo une logistique intelligente, permet de réduire considérablement l'empreinte carbone. Le gros enjeu, c'est d'expliquer ça aux élus. Qui, dans leur programme politique et d'un point de vue macro, ont envie d'améliorer le microclimat sur leur territoire et globalement de participer à la transition énergétique, mais qui parfois ont du mal à traduire cet objectif politique en prescription pour les promoteurs et pour les constructeurs. Et donc nous, on avait effectivement poussé cette idée, mais qui regroupe beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Donc oui, c'est évident, c'est un point très important. Et si on est au métier de transaction dans l'ancien, évidemment, demain, un conseiller immobilier performant, c'est un conseiller immobilier qui a une vraie expertise en matière de comment j'améliore la performance énergétique de mes parties privatives ou de mes parties communes en copropriété. Donc c'est absolument clé. Je me tourne vers Charlotte Collet, Neti, vous êtes grande spécialiste de la solution IMO tout en un, des créations de sites internet, vous faites ça à l'appel. Petite présentation de Neti si vous voulez bien, et puis je vous relance sur, voilà, est-ce que vos clients, eux aussi, ils ont cette dimension de développement durable de plus en plus, vous nous direz ça ? Oui, alors effectivement, nous en fait, on propose des solutions de transactions immobilières. Bon, ça touche évidemment plein de branches, autant le neuf que le professionnel, que la transaction classique. Et on propose effectivement des solutions site web, des solutions clés en main de A à Z. C'est-à-dire qu'il y a une très forte personnalisation du site. L'agent immobilier va vraiment pouvoir se démarquer de la concurrence. C'est vraiment l'idée. Voilà. Et justement, ce sujet de développement durable, d'un côté, c'est bien qu'on ait tous cette prise de conscience. Et comment se différencier ? Ça devient le nerf de la guerre. Parce que si tout le monde parle de oui, mais on fait ça pour préserver la planète, comment on trouve une sémantique, des mots différents, des images différentes ? Ils ne vont pas tous se ressembler, ces sites verts immobiliers ? Alors non. Non, j'ai l'impression. Normalement non. C'est sûr qu'on fournit quand même une structure. On fournit quelques modèles. On peut très bien. En fait, on fournit le cadre et c'est à eux de mettre la photo. En fait, concrètement, c'est à eux de réajuster comme ils le sentent. Ils peuvent tout autant toucher à la structure que simplement au contenu en lui-même, changer une image, changer la forme d'une image, mettre de la vidéo aussi. Voilà, c'est des choses qui permettent justement de se démarquer encore une fois de la concurrence et c'est, je pense, primordial surtout dans ce milieu. Je reviens sur l'économie circulaire parce que ça paraît un petit peu complexe au départ. C'est quoi les différentes étapes ? Il y a des professionnels de l'immobilier qui vous écoutent. S'ils sont intéressés par la démarche, quel est le message, le conseil que vous leur donnez ? Alors en fait, c'est extrêmement simple puisque la start-up que j'ai développée avec mon associé Eric Aloudi a entièrement simplifié toute cette complexité de l'économie circulaire. Donc que ce soit pour une démarche de réhabilitation, de réemploi ou de bâtiments banque de matériaux gérés sur 25 ans, nos algorithmes prennent en compte l'ensemble de la démarche et il s'agit simplement d'avoir envie de partir vers cette démarche vertueuse et de livrer des bâtiments qui soient bons pour la santé et l'environnement. Donc ça part plus d'un état d'esprit et d'une volonté d'agir et d'être pionnier dans ce domaine. J'aime bien prendre en parallèle l'alimentation. Vous vous rendez compte maintenant que du bio, il y en a plein les supermarchés. Et je parie que dans quelques années, et le Covid a amené une grosse prise de conscience de la qualité de l'air intérieur des appartements, on se rend bien compte qu'il y a pour nous une immense différence dans la façon d'aborder maintenant les sujets d'immobilier avec les promoteurs et les constructeurs. Ils vont nous demander comment est-ce que vous voulez nous accompagner pour avoir le meilleur projet possible, tout simplement pour gagner les concours et les consultations. Un petit point sur le salon du Rent, on en est au 2e jour, une grande activité, on en sent que les gens sont contents, les professionnels de se retrouver. Vous-même, quelle conférence avez-vous suivi, qui avez-vous rencontré ? C'est quoi les attentes, les grands débats du moment ? Alors déjà, j'ai été invitée à participer à plusieurs tables rondes parce qu'on sent bien que le sujet de l'économie circulaire et du défi climatique devient quand même un caillou dans la chaussure de l'ensemble du secteur du BTP, puisque c'est quand même un des secteurs qui génère le plus de déchets et qui fait énormément de pollution. Donc une grosse attente. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment atteindre, et il y a une écoute pour cela, atteindre finalement le promoteur immobilier qui va parler à son client.
et qui va vouloir se différencier. Donc c'est plutôt les sujets de connexion de notre outil avec les leurs pour pouvoir apporter plus d'informations. Donc ça c'est vraiment le premier point. Et puis le deuxième point, c'est mieux comprendre cette transition écologique parce que on a une multitude de réglementations, ça part dans tous les sens, il n'y a pas une vraie ligne directrice. Et donc souvent on nous demande mais comment vous allez pouvoir nous aider avec cette ligne directrice pour mettre en place une réelle stratégie d'économie circulaire sur le patrimoine qu'on est en train de construire et livrer. Dans un projet immobilier, vous le savez bien, il faut effectivement de la construction, plutôt développement durable, une bonne agence, un bon modèle d'agence, des bons logiciels et puis les financements. C'est la clé. Je me tourne vers Gaëlle Aubray, directrice générale adjointe de monemprunt.com. Alors, est-ce que c'est vrai, on a tendance à penser qu'avec les banques centrales, qui avaient fait baisser les taux, les conditions étaient favorables. Alors, ça boom effectivement. C'est un contexte favorable pour votre start-up en ce moment ? Oui, effectivement, là c'est le moment d'acheter, mais on doit suivre les directives des hautes autorités financières. Donc ça c'est notre métier que de trouver des solutions. Donc monemprunt.com a développé des outils de qualification financière immédiate des prospects immobiliers. Donc l'objectif, que ce soit de la vente en neuf, en ancien, par réseau de mandataires, agence traditionnelle, l'objectif c'est de savoir très vite si le client est finançable et jusqu'à quel montant. Donc nos outils qui sont intégrables en marque blanche, en API, en widget permettent de tout de suite qualifier si le client est finançable, quel est son montant pour pouvoir le rassurer le vendeur et rassurer l'acheteur. Donc ça c'est notre objectif, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on est là pour faire en sorte que le financement soit le plus simple possible pour faciliter la vente immédiate. Qu'est-ce qui reste comme écueil, les défis, voilà, le projet immobilier de demain, c'est un financement qui ressemble à quoi ? Aujourd'hui, les banques commandent encore et sont là pour donner les directives qu'on doit tous suivre. Donc nous, on est là pour rendre chaque acquéreur désirable aux yeux du banquier, donc présenter son dossier de la manière la plus attractive possible. Il y a des contraintes aujourd'hui qui sont qu'il faut acheter avec 10% d'apport, 35% d'endettement, c'est le maximum. Donc ça dirige aujourd'hui la vente immobilière, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Donc ça, ce sont les principes qu'on doit prendre en compte tous pour avancer. Alors un petit point sur cette PropTech, vous le voyez, elle s'incarne sous différents visages, mesdames, c'est très bien, vous êtes au village des startups notamment, Christine de Guino-Brétière. Effectivement, cette PropTech, elle a pris quelle place ? Et puis quelle place pour les femmes aussi dans le secteur ? Il y a longtemps, l'immobilier, il se déclinait plutôt au masculin, c'est fini tout ça. Alors déjà, la French PropTech est très active partout en France et puis il y a des clusters régionaux et on a des projets de développement intéressants pour avoir une offre packagée qui va simplifier la vie des promoteurs immobiliers, des aménageurs et des constructeurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important de se rassembler et d'avoir une direction et une stratégie pour pouvoir proposer des produits qui soient innovants et simples à utiliser pour nos clients. Alors de la tech, bien sûr, il y en a chez Neti.fr. Effectivement, quel est l'accueil du marché des clients ? Vous faites partie de cette PropTech qui avance et qui se développe à l'édition 2019. Elle était importante, la French PropTech, mais là, elle a doublé, elle a triplé. D'autant plus avec la pandémie, j'ai envie de dire, on a vraiment envie d'une digitalisation au maximum. Je pense à la visite virtuelle notamment, déjà qui était relativement implanté avant toute l'histoire de pandémie, mais qu'il est encore plus maintenant. C'est effectivement un module qu'on propose nous dans notre logiciel. Et puis après, forcément, créer son agence, la plupart des agences maintenant sont digitales pour un grand nombre. Donc c'est vrai que l'idée aussi de dématérialisation, que ce soit du bon de visite, des documents, etc., c'est quelque chose qui est hyper important aussi et qui s'est vu, et encore plus maintenant comparé à 2019. Ça, c'est certain. Je vous passe la parole également. Quel est votre point de vue ? Vous êtes bien accueillie en tant que femme dans ce secteur de l'immobilier et peut-être que la carte de visite de la PropTech, effectivement, c'est un sésame qui sert bien pour se faire des contacts, non ? Oui, l'objectif de la French PropTech au niveau national, c'est de faire se réunir les acteurs traditionnels de l'immobilier, les nouveaux acteurs entrants qui pullulent sur tout le territoire, et puis aussi les institutionnels, les acteurs publics. Donc, pour ce faire, on travaille au niveau de chaque région. Moi, par exemple, je suis représentatrice de la région Bretagne. Donc, l'objectif, c'est faire se rassembler les acteurs sur la région Bretagne
sous forme d'afterwork, de rendez-vous, de mise en relation, et pour qu'on soit un endroit où test et pilote, quand il y a un nouveau programme, qu'on aille chercher plusieurs solutions du territoire pour faire des tests en grandeur nature. Et donc ça, c'est l'enjeu sur chaque région de France. Donc il y a une ambassade par French PropTech sur chaque région. Alors c'est un homme, mais il est quand même formidable, c'est Vincent Pavanello. Un mot de conclusion pour revenir sur cette maison des mandataires. Elle rassemble quel réseau? On peut les citer un petit peu, certains, et vos partenaires. Parlez-en, parce que je crois que ce réseau, il s'agrandit de jour en jour. Oui, alors d'abord, et ça fera le lien avec la discussion d'avant et avec la discussion que j'aurai après, puisque à 14h, je fais une table ronde sur la mixité justement dans notre cher secteur immobilier. Dans le monde des mandataires, il y a une parité totale en fait dans les 40 000 ou quasiment. Et ça, c'est déjà, je trouve, un bon point qu'il faut mettre en avant. Et là, je regardais justement, pendant que vous parliez, les chiffres qui ont été publiés par le cercle des femmes de l'immobilier, qui montrent que malheureusement, dans le BTP, il n'y a encore que 11% de femmes, et que dans les instants de dire rassurez-moi, ça augmente très lentement, trop lentement. C'est ce que j'étais en train de lire à l'instant. Justement, je regardais les chiffres pour pouvoir les partager avec vous. Donc, il y a encore beaucoup de choses. Et je lisais aussi, au MIPIM, qui est le gros salon de l'immobilier à Cannes, il y a 11% de femmes. Donc voilà, c'est des chiffres que je viens de voir et bon, ça montre qu'il y a encore du travail. Oui, nous, les réseaux, c'est j'allais dire, dans les 20 plus grands réseaux, on en a 15, bientôt 16 ou 17 là, qu'on a rencontrés très récemment, donc on les a à peu près tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre le plus gros et le 20e, entre guillemets, il y a une grande différence de taille. Donc on est très content d'avoir à la fois des grands réseaux, des moyens réseaux, des petits réseaux de mandataires, des régionaux, des nationaux, des gens avec un système dit MLM, marketing de réseau très poussé, d'autres avec un système moins poussé. Donc il y a une diversité effectivement de modèles au sein de nos partenaires. Et donc je pense que c'est ce qui fait la richesse de notre écosystème, la maison des mandataires. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, ça va grossir. Mais franchement, nous, on est là juste pour... voilà, c'est ce que je faisais à l'époque de Real Estate, qui était un peu sur le modèle aussi de French PropTech, c'est que nous on fait pas grand chose, faut pas dire qu'on fait rien, c'est-à-dire que il y a des entrepreneurs qui sont là et à un moment donné on leur donne une place d'expression commune comme le French PropTech, et donc si eux ils se développent pas, nous on peut pas se développer, donc en fait on est très dépendants. On a tous besoin les uns des autres. Et ça je crois. Et on a besoin des femmes. Je vous remercie Merci. d'avoir Merci participé beaucoup. à cette table ronde. Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. À côté de lui, Charlotte Collet chez Neti. Gaëlle Aubray, directrice générale adjointe monemprunt.com. Et bien sûr, Christine Guillenot-Brettière, présidente de Psycléa. Voilà, ce sont ceux qui font le Rennes 2021. Et ça se passe très très bien. Merci à vous. Merci.